avec notre interlocuteur, que je vous demande vraiment d'applaudir, vraiment avec énergie. Cette conférence, c'est le défi d'innovation. Le Rotary ne fait que s'adapter au monde en permanence. Et il y a de ces architectes qui construisent un monde nouveau et qui participent à son évolution en permanence. Luc en fait partie. Il a travaillé, il travaille tout le temps aux États-Unis. Il a opéré sur un système qu'on... Siri, tu me donnes... Siri, image Siri, Siri, le téléphone. Tu me donnes ça, tu me dis ça, quelqu'un il fait. Voilà. Il a travaillé là-dessus, il fait partie de l'équipe qui a co-inventé ce système d'intelligence artificielle. Et puis, à l'heure actuelle, il est plutôt sur l'innovation chez Renault. Et on va peut-être tout oui, je ne vais pas te poser de questions, je vais te laisser faire. Sache que derrière, on aura un temps de questions-réponses avec la salle. Donc, on va vraiment pouvoir s'amuser à explorer ce monde qui s'ouvre à nous. Donc gardez bien au fur et à mesure de la conférence les petites questions que vous voulez vous réserver pour la fin. Je ne m'en fais pas de vous consacrer du temps. Il y aura 2 personnes à passer avec le micro et vous pourrez poser librement vos questions à Luc. Luc, je te dis bienvenue au Rotary, district Bretagne-Mayenne. Merci Lionel. Bonjour à tous. Alors il y a mes slides qui vont aller, ça y est là. Donc... Okay. Ça c'est moi, c'est le mec avec la chemise hawaïenne. Je vois que je suis tout seul encore comme d'habitude. Il faut se décontracter un peu, hein. C'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on n'a pas le droit de mettre des chemises comme ça. Mais bon, allez, je vais vous raconter des histoires aujourd'hui. Alors donc je vais vous dire que l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors c'est embêtant parce qu'effectivement quand j'en fais depuis 30 ans, ça veut dire que je ne fous rien depuis 30 ans. Mais bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est pas tout à fait vrai. L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle dont on nous saoule depuis une dizaine d'années, on va dire. D'accord ? Celle qu'on nous raconte dans les médias en général, où les gens qui vont nous faire croire qu'ils font de l'intelligence artificielle, ils nous font croire que l'intelligence artificielle est intelligente. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'elle est complètement con. Et donc on aurait dû en fait parler de stupidité artificielle. Mais bon, je vais vous raconter ça aussi. Donc cette intelligence artificielle dont on nous parle depuis une dizaine d'années, c'est vraiment ce que j'appelle l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est-à-dire que c'est celle des films Terminator, Her, et des choses comme ça. Donc ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait vraiment. Et vous allez voir d'ailleurs que je ne vais pas appeler ça l'intelligence artificielle à la fin, parce que ça me saoule, d'une part, mais surtout, ce n'est pas une intelligence artificielle générique, générale, qui va pouvoir conquérir le monde, hein, comme nous on pourrait le faire, parce que nous on peut conquérir le monde. En fait, l'intelligence artificielle a commencé en 1956, donc ça ne date pas d'hier, hein, le nom est apparu en 1956, donc il y a plus de 60 ans. Hein. En 1956, il y a des savants, des chercheurs très intelligents qui se sont réunis à l'université de Dartmouth aux États-Unis et qui ont décidé ensemble qu'ils avaient réussi à modéliser un neurone mathématiquement. C'est-à-dire qu'ils avaient dit « j'ai un neurone ». Donc ils se sont un peu excités là-dessus, ils ont dit « comme j'ai un neurone, j'ai un cerveau, et parce que je peux avoir un réseau de neurones, je peux en avoir plein. Et donc si j'en ai plein, j'ai ce cerveau, et si j'ai un cerveau, je viens de créer l'intelligence. » Voilà, alors c'est idiot hein, comme raisonnement, mais c'est le raisonnement qu'ils ont eu. Et devinez ce qui se passa, leur machin qu'ils avaient créé, ou qu'ils essayaient de faire marcher, n'a pas marché. Mais on va y revenir, mais réfléchissons à ce qu'ils essayaient de faire. C'était quoi l'idée derrière cette intelligence artificielle, derrière ce truc, ce système qu'ils essayaient de créer, qui allait ressembler à un raisonnement humain? Parce que c'est en fait ce qu'ils voulaient. Émuler un raisonnement humain, faire en sorte qu'on ait une machine, un robot ou n'importe quoi, qui puisse faire des trucs qui ont l'air intelligents. Okay? Donc c'était ça le but. Mais quand on réfléchit bien, depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on essaye de faire,
Et moi, comme je suis, malgré le fait que je sois aux États-Unis depuis 30 ans, je suis quand même français franchouillard de base, je fais remonter l'intelligence artificielle telle qu'elle aurait pu être définie, je la fais remonter en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? Pascal, philosophe, mathématicien français, a inventé la pascaline. Et la pascaline, c'est la première machine à calculer. Alors bon, je ne compte pas le boulier, hein, mais c'est la première machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions, et donc des trucs super compliqués. Il faut être super intelligent pour faire une addition ou une soustraction, hein, c'est compliqué. Et là, celle-là, celle que vous voyez sur l'image ici, par exemple, elle faisait des additions et des soustractions à 4 ou 5 digits, d'accord, je ne sais plus comment on dit en français, mais 4 ou 5 positions. Et donc, ça le faisait bien, au bout de 3-4 secondes, vous étiez capable d'avoir le résultat d'une addition un peu compliquée, comme par exemple celle que je vais vous demander de résoudre tout de suite, qui est 1844 plus 769. Voilà. Alors, ou vous êtes complètement con, ou alors, faire une addition, c'est pas être intelligent. Décidez, hein. Je vous laisse voir. Mais donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que créer une machine qui fait des trucs comme ça, qui ont l'air intelligents, est-ce que la machine est intelligente? Bon, on peut en discuter. Mais je vais revenir à mes amis là, de 1956, donc ceux qui ont inventé, qui ont modélisé le neurone mathématiquement, d'accord, le réseau de neurones, le cerveau. Ils se sont attaqués à un problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer. C'est ce qu'on va appeler le langage naturel. Le langage naturel, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a un gars qui parle, on reconnaît les mots, ça c'est encore pas trop compliqué, mais après il faut reconnaître le sens. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont complètement échoué. Parce que c'est super compliqué. Encore aujourd'hui, les Alexa, Google, Siri, vous pouvez leur raconter des trucs, la plupart du temps, ils ne comprennent rien. Je suis assez bien placé pour vous le dire. Et donc, ils ont échoué. Et ils ont échoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de quelques années, on a arrêté de leur donner des sous. Parce qu'ils ont menti. Ils ont promis quelque chose. Ce sont des scientifiques, ils ont promis quelque chose, ils n'ont pas délivré, on leur a coupé les fonds. Ça me paraît normal. Et on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. Parce que l'IA, en fait, l'intelligence artificielle, n'a pas arrêté de mentir, tout le temps. Depuis la nuit des temps de l'intelligence artificielle, qui est 1956, on a menti, on ment, on promet des trucs, ou on fait peur à des gens en racontant n'importe quoi. Et donc moi je suis là pour pas raconter n'importe quoi, pour vous dire la vérité, et quand vous allez sortir de cette salle après, vous allez être mes représentants, vous allez courir dans la nature en disant « l'IA n'existe pas ». Voilà. Donc, c'est... Bon, vous faites comme vous voulez, mais... En tout cas, donc, l'IA s'arrête, d'accord? Les recherches sur l'IA s'arrêtent dans les années 60. L'IA statistique, donc cette IA dont je parlais tout à l'heure, qui est cette IA de modélisation du neurone, s'arrête, disparaît. Et apparaît une autre IA, un autre type d'IA, d'autres gens qui se disent, en fait, il ne faut pas faire des statistiques pour essayer de modéliser un neurone, il ne faut pas essayer de comprendre comment marche un neurone, parce qu'en plus de ça, en 1956, ou dans les années 60, on ne comprenait pas ce qu'était le cerveau. Franchement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement comment ça marche. Les gens qui sont spécialistes du cerveau vont vous dire qu'on comprend entre 20 et 40% du cerveau. Alors, si vous voulez modéliser un truc que vous comprenez seulement à 20 à 40%, c'est évident que ça va être compliqué. Okay? Donc, les gens ont dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas essayer de faire des neurones, de faire des réseaux de neurones, de faire des trucs comme ça. Donc, arrêtons les stats et faisons de la logique. Donc, dans les années 60, 70, 80, 90, sont apparus les systèmes experts. Alors vous avez certainement entendu parler, parce que les systèmes experts, c'était très très à la mode, jusque dans les années 90, et on va voir pourquoi c'est plus à la mode aujourd'hui. Mais dans les années 90,
on est arrivé quand même à des résultats absolument extraordinaires avec ces systèmes experts. Ces systèmes experts, c'est quoi? C'est donc, comme j'ai dit, de la logique. C'est des choses où on va programmer des ordinateurs, des machines, où on va dire si machin, alors truc. D'accord? Donc quelque chose de très simple et séquentiel. On peut faire plein de règles. Donc c'est des règles qu'on va mettre les unes après les autres. Et donc on va faire des systèmes avec des arbres très compliqués, des arbres de décision très compliqués, qui vont faire qu'on va pouvoir faire des machines qui vont prendre à chaque fois des décisions. Ah, si c'est ça, c'est ça, si c'est ça, c'est ça. Et donc ça se balade dans ces arbres de décision. D'accord? Et donc, on arrive à faire des trucs très compliqués, comme par exemple ce qui s'est passé en 1997, quand le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, s'est fait ratatiner par la machine Deep Blue de IBM. Impressionnant, intelligent. Intelligent? Est-ce que jouer aux échecs, c'est être intelligent? On peut en discuter. En tout cas, le jeu d'échecs lui-même n'est pas si compliqué que ça. Et justement, ça tombe bien pour un truc qui va faire, pour un système expert qui va suivre des règles. Les échecs, c'est des règles. D'accord? Donc, relativement facile de suivre ces règles. Il se trouve qu'il y a 10 puissance 49 coups aux échecs. Possible. 10 puissance 49, ça fait quand même beaucoup. Okay? Donc, on ne va pas pouvoir mettre exactement tous les coups dans la machine, mais là, en 1997, on commence à avoir des machines assez puissantes pour pouvoir mettre pas mal de coups en mémoire, et pour pouvoir faire en sorte de pouvoir calculer de n'importe quelle position dans l'échiquier, de pouvoir calculer assez facilement, alors, des guillemets, assez facilement la position gagnante. Par rapport à Garry, lui, il est très très fort, mais il a à peu près 10 coups d'avance. La machine a tous les coups d'avance. Okay. Donc, oui, à l'époque et aujourd'hui, il est impossible de gagner contre la machine. Si vous jouez aux échecs contre une machine aujourd'hui, et si vous gagnez, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 2. Bon, je suis désolé. Hein, là, vous êtes en train de dire, putain, je suis venu ce matin, mais j'en prends plein la gueule. Mais ça n'est pas fini. Donc, en 1997, comme je vous ai dit, il s'est passé quelque chose qui a finalement arrêté les systèmes experts. D'accord? Les systèmes experts sont devenus obsolètes parce que, vous vous rappelez peut-être, dans les années 90, il y a un machin qui est arrivé, qui est quand même relativement important, qui a remis à la mode ces réseaux de neurones, c'est cette intelligence artificielle statistique. Qu'est-ce qui peut bien remettre à la mode des statistiques? D'accord? Donc on a appelé ça du machine learning, maintenant, d'accord, c'est mieux, mais le machine learning, ça veut dire qu'on va faire apprendre à des neurones dans la machine des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé donc dans les années 90? Il s'est passé l'arrivée d'Internet. Et Internet est arrivé avec son lot de data. Beaucoup de data, des données. D'accord? Beaucoup de données. Et donc quand vous avez beaucoup de données, c'est comme ça qu'on veut faire des statistiques. Okay? Donc l'IA statistique, l'IA qui utilise des réseaux de neurones, redevient à la mode grâce à Internet. Ce qui va être un gros problème d'ailleurs. Parce que vous savez certainement que les données sur Internet ne sont pas forcément bonnes. On va en reparler. Okay? Mais ce qui était rigolo, donc, c'est que ces données arrivent avec Internet, donc elles sont disponibles pour plein de gens. Et donc, on peut, dans les début des années 2000, faire ce qui s'appelle aussi maintenant du deep learning. C'est encore plus intelligent que le machine learning, le deep learning, hein, c'est profond. C'est très très fort. Et donc on se retrouve à faire du machine learning, du deep learning avec beaucoup de données qu'on donne à la machine. Okay? Et un des premiers systèmes qu'on fait, c'est un reconnaisseur de chat. On va dire, c'est le mec qui a pété une durite. Non, je vais bien vous parler de chats. Moi, je déteste les chats, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre, mais il se trouve que, au début d'Internet, vous vous rappelez peut-être, tout le monde postait sur Internet son chat. Et il disait, c'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon petit chaton, gna gna gna. Et donc, on s'est retrouvé avec la plus grosse base de données de chats imaginable. Elle était sur Internet. D'accord? Et c'était une base de données intéressante parce que c'était une base de données annotée.
Parce que les gens disaient, c'est moins Kitty, c'est moins Chilton, c'est moins gna 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 gna. Donc on se retrouve avec une base de données de chats extraordinaire. Et donc nous, scientifiques qui faisons de l'IA statistique, on dit, bah, je vais profiter de cette base de données qui m'est donnée, parce que ces gens-là m'ont tous donné leur chat, pour créer un reconnaisseur de chats. Excitant. Mais bon, c'est ce qu'on fait, on crée un reconnaisseur de chats avec seulement 100 000 images de chats. Je peux créer un reconnaisseur de chats qui va reconnaître les chats à 98%. Waouh! Ça, c'est intelligent. Bah non. Bah non. C'est complètement con. C'est complètement con. Pourquoi? Parce que maintenant, la question que je me pose à ce moment-là, c'est mais ma fille de 2 ans, combien il lui faut de chats pour reconnaître les chats à 100%? Et donc je demande, j'ai entendu 3 là dans la salle, je demande à des psychologues, à des gens, à des vrais gens qui sont censés savoir, qui sont censés nous connaître, nous humains. Et donc ces psychologues me répondent, bah, à ta fille de 2 ans, pour reconnaître les chats à 100%, tout le temps, il lui faut 2 images de chats. Ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est un peu un petit mensonge là. C'est pas en fait des images de chats dont on a besoin, c'est des instances de chats. Parce qu'une image de chat, bah, c'est en 2 dimensions, et puis bon, voilà. Hein, le chat, il est en 3D, on le voit passer, là, il y a des trucs, il passe pas comme ça, enfin bon, il vole pas, enfin, voilà. Donc, on a beaucoup plus d'informations quand on voit un chat que quand on voit une image de chat. Mais, ceci dit, quand même, il y a une grosse différence entre ces 100 000 images de chats dont j'ai besoin pour reconnaître les chats à 98% avec une intelligence artificielle, et ma fille, qui reconnaît les chats à 100%, avec 2 chats. Et en plus de ça, ma fille reconnaît les chats la nuit. Parce que la machine ne reconnaît pas les chats la nuit. Vous savez pourquoi? Non, parce que personne n'a posté une image de chat prise la nuit. Ouais. Parce que ça ne sert à rien. D'accord? Et donc, du coup, la machine ne reconnaît pas ça. Et la machine, by the way, aussi ne reconnaît pas les chats dessinés par Picasso. Enfin, moi non plus, en fait. Hein. Mais bon, donc, ceci dit, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ces intelligences artificielles, parce que non, je vais les mettre au pluriel, ces intelligences artificielles n'ont strictement rien à voir avec notre intelligence à nous. Si tant est, encore une fois, que reconnaître un chat, ce soit intelligent. Et pour continuer dans ce raisonnement-là, on va bouger maintenant en 2016, donc on avance dans le temps, hein, on se rapproche d'aujourd'hui pour vous montrer que c'est là où on est aujourd'hui en fait. En 2016, c'est le champion du monde de Go, cette fois-ci, qui se fait ratatiner par la machine. Le Go, c'est rigolo, mais le Go, c'est plus compliqué que les échecs. Okay? Donc, en 2016, quand on se met à attaquer le jeu de Go, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'on avait utilisées en 1997, qui étaient ces méthodes logiques. On est obligé de mixer dedans des méthodes statistiques. Donc on va utiliser du machine learning et du deep learning pour pouvoir résoudre le Go. Comme je disais, le Go c'est rigolo, c'est quand même basé sur des règles, hein. Il y a des règles qui sont assez claires, mais par contre, il y a beaucoup plus de coûts au Go qu'aux échecs. Vous vous rappelez, aux échecs, 10 puissance 49. Au Go, si vous demandez aux mathématiciens, ils vont vous dire il y a entre 10 puissance 200 et 10 puissance 600 coups. Donc ça veut dire qu'ils n'en savent rien. On est d'accord? Et ça veut aussi dire que même si on prend 10 puissance 200, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que 10 puissance 49. Alors pour les gens qui ne sont pas trop forts en maths, il ne faut pas me dire que 10 puissance 200, c'est seulement 5 fois plus 10 puissance 49. S'il vous plaît. Okay? Parce que là, ça me... Vous allez comprendre tout à l'heure que les maths, c'est important. Donc, essayez de faire un effort. D'accord? C'est beaucoup de zéros. D'accord? 10 puissance 200, c'est beaucoup de zéros, plein de zéros, trop. Okay? Donc, en fait, on ne comprend rien. 10 puissance 200, c'est l'infini pour nous. D'accord? C'est beaucoup.
Et donc, du coup, on ne peut pas rentrer tous les coups dans la machine comme on faisait un peu, ou beaucoup de coups dans la machine comme on faisait avec Deep Blue pour IBM. Et là, DeepMind, donc cette machine-là, qui est faite par Google, par contre, ici, elle ne marche pas exactement avec la même logique, elle marche avec du deep learning. On ne va pas regarder les algorithmes, on ne va pas faire un cours d'algorithme, on ne va pas regarder comment ça marche exactement, mais on va quand même ouvrir les entrailles de cette machine-là. Alors bon, c'est moi qui ai dessiné ici, elle ne ressemble pas à ça. Hein. D'accord, c'est une vue de l'esprit, ça. Ce n'est pas la vraie machine. Mais bon, si vous allez sur la vraie machine et que vous l'ouvrez, vous voyez à l'intérieur 1500 CPUs. Les CPUs, c'est les Compute Processing Unit, c'est les machins qui sont dans vos ordinateurs. Dans un ordinateur, il y a un CPU en général. D'accord ? Donc il y a 1500 CPUs. Il y a à peu près 200 ou 300 GPUs. Les GPUs, c'est encore des puces encore plus costauds qui font du calcul graphique, du calcul matriciel, qui est très important quand on fait du machine learning. Et puis il y a un autre type de bestiole encore qui s'appelle les TPUs. Alors ça, vous n'en avez pas dans vos machines aujourd'hui, mais les TPUs, c'est des Tensor Processing Units, c'est des machins qui font du TensorFlow. TensorFlow, c'est une méthode spécifique du deep learning. C'est donc des processeurs très très spécialisés. Et là, il y en a à peu près une trentaine de TPUs. Donc en gros, ce machin-là, en fait, c'est 2000 ordinateurs. Okay, c'est 2000 ordinateurs. C'est un petit data center. Vous savez, les data centers, c'est là où on met plein de data, et puis il se passe des choses, et c'est magique et tout ça. Donc c'est 2000 ordinateurs. 440 kilowatts. 440 kilowatts pour jouer au Go. OK ? On est en train de péter 440 kilowatts pour jouer au Go. Et en face, là, le gars là, qui est dessiné, il n'est pas tout à fait comme ça non plus. Lui, il est coréen, il a 18 ans. À l'époque. Il est complètement con, hein, il est infect, enfin, bon, non, mais on s'en fout. Mais il se fait ratatiner par la machine, il avait dit jamais une machine me battra. Allez. Bref, il se fait battre par la machine, mais lui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous savez combien on a de watts, nous? Nous, on n'a que ça. Hein. Donc, enfin bon, dans la salle, il y en a des. Ça change un peu, quoi. Il y en a qui ont plus que d'autres, mais en général, on va dire. En moyenne, vous avez une idée? 100 watts. Si vous faites 100 watts, vous pétez une durite. Hein. C'est que vous êtes à fond quand même. Hein. Bon, ça, c'est à peu près 20 watts. Okay, donc, notre petit Coréen, là, de 18 ans, il a ses petits 20 watts contre la machine qui, elle, a 440 kilowatts. Okay, et la machine, comme j'ai dit, elle fait que jouer au Go. Okay, le petit Coréen, il parle. Donc avec ses 20 watts, en plus de ça, il parle. Ça veut dire quoi? C'est que lui, il peut résoudre le langage naturel. Un truc qui est compliqué, vous savez, vous vous rappelez? Donc il parle, il fait la cuisine aussi. Enfin, en fait, il fait plein de trucs avec ses 20 watts. On fait plein de trucs avec nos 20 watts. La machine, il lui faut 440 kilowatts pour jouer au Go. Alors là, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que, bon, d'une part, ça vérifie ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que les méthodes qu'on utilise en intelligence artificielle n'ont strictement rien à voir avec ce que nous, êtres intelligents, faisons. Mais j'ai un problème de choisir comment je vais utiliser mes watts. Vous savez, certainement aujourd'hui, on a la preuve, enfin, un peu moins ici que dans le sud, il fait chaud. Ça se réchauffe. D'accord? Ça va pas bien. On va directement dans le mur, en ce moment. Il n'y a à peu près que Donald Trump qui pense qu'il n'y a pas de corrélation entre les émissions de CO2 et le réchauffement de la planète. On est dans la merde. Okay? Et là, on crée des machines qui utilisent un montant d'énergie absolument extraordinaire, dément, pour faire des trucs débiles. Donc, il va falloir, collectivement, décider ce qu'on fait avec nos watts. Mais avant de décider ce qu'on fait avec nos watts, nous, collectivement, il faut qu'on comprenne que c'est un problème.
Donc la bonne nouvelle, là, 300, c'est ça, 300 personnes qui sont là aujourd'hui, ben, on a compris. On a compris qu'il y a un problème, on a compris que ça utilise beaucoup de watts, le machin. Donc peut-être qu'il faut qu'on demande au régulateur de lui dire, il y a des trucs, ben, on peut utiliser nos watts, et les trucs, il faut peut-être se calmer un peu. Okay. Donc si vous me dites, j'utilise mes 440 kW pour jouer au Go, ben, je vous dis, bon, c'est complètement con, vous l'avez compris. Si vous me dites, j'utilise mes 440 kW pour aller chercher un cancer dans une imagerie médicale, oh, ben, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, on a l'opportunité, on a le pouvoir de décider. On est dans une démocratie, hein, donc on peut essayer de faire en sorte d'expliquer à nos régulateurs qu'on ne veut pas que l'intelligence artificielle soit utilisée pour n'importe quoi. Bref, on y reviendra, parce que c'est quand même un très très gros problème. Donc vous avez compris que, encore une fois, entre le montant de données et le montant d'énergie qu'on utilise dans ces intelligences artificielles, ça n'a strictement rien à voir avec nous, et c'est un gros problème. Et les données, c'est encore plus un gros problème que ce que vous pouvez imaginer. Parce que non seulement il en faut beaucoup, mais imaginez que les gens qui postaient des chats, là, d'accord, quand ils étaient sur Internet et qui postaient des chats, pour blaguer, ils ont posté un chien. Et ils ont dit, c'est mon petit chat. Donc moi, quand je crée mon modèle, j'ai des datas qui sont biaisées, qui sont mauvaises. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, toutes les datas sont biaisées et sont mauvaises. Surtout quand on en prend 100 000, 1 million, etc. Le nombre de datas qu'on prend, les datas sont biaisées. Et je vais vous donner deux exemples qui font un peu mal à la tête et qui montrent qu'on est, encore une fois, ici, dans le caca. Alors, c'est quoi l'exemple? L'exemple numéro 1, on va prendre un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps, en 2019. Une grosse compagnie de téléphone avec une marque qui a une pomme décide de donner à ses clients, pour faire profiter à ses clients, une carte de crédit. Okay. Donc vous pouvez avoir une carte de crédit qui va être attachée complètement au téléphone, et ils utilisent effectivement une banque qui va les aider à faire en sorte de gérer ces cartes de crédit. Et cette banque se dit, bah, tiens, je vais utiliser de l'intelligence artificielle pour accorder le montant du crédit aux clients, en fonction de leur âge, de leur situation, leur blablabla, d'accord, tous les trucs qui sont classiques. Donc, ça y est, c'est parti, les gens commencent à demander leur carte de crédit, et on s'aperçoit, les gens qui gèrent de la banque, s'aperçoivent au bout de quelques semaines, 3-4 semaines, que le robot qui donne donc ces crédits donne la moitié du crédit aux femmes qu'aux hommes. Alors c'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter, mais dans la société d'aujourd'hui, on va dire que c'est moyen. D'accord? On est d'accord. Hein, donc on va dire que bon, il y a eu MeToo, tout ça, hein, donc on va se calmer un tout petit peu. Donc du coup, les gens se disent quand même, mais merde, là, pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ah si, ça a du sens. Parce que les datas qui ont été prises, les données qui ont été prises, pour pouvoir calculer donc ça, ce sont des datas qui datent de 1950, 60, 70, 80, 90, 2000. Et donc, les datas disent que, historiquement, à une époque, les femmes avaient la moitié du crédit des hommes. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la data qui dit ça. Donc la data a raison. Mais le système n'a pas raison. Donc on aurait dû faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on aurait dû dire, bah tiens, je sais que historiquement, blablabla, mais on n'y a pas pensé. Et donc on a laissé le système partir comme ça, et le système, bah, il a fait son boulot, hein, il a dit, bah non, les gars, elle là, moitié. Alors bon, c'est facile à fixer, hein, on a dit, bah attends, non, ou alors on ne prend pas les datas des années 50, d'accord, ou alors je vais un peu, moi, tripoter les datas.
D'accord, je vais aller balancer un peu le truc, je mets plus de femmes ici, moins de gars là, puis, donc je balance le truc. Ça veut dire quoi, la tripoter les data? Ça veut dire que je vais rentrer mon propre biais. Ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai une certaine éthique, ou pas. Et donc quand je vais tripoter ces datas, bah, moi, scientifique, je vais faire un peu attention, mais je tripote les datas pour ma compagnie. Ma compagnie a peut-être une certaine éthique. Peut-être. Et donc, encore une fois, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les watts, moi, ce que je veux qu'on prenne conscience des trucs et qu'on demande, encore une fois, une régulation. Alors c'est bizarre, hein, vous allez me dire, bah, c'est le gars, là, il invente des trucs tout le temps, il fait des machins, et il parle de régulation tout le temps, alors qu'on nous dit que quand on innove, on n'aime pas la régulation. Moi, je suis pro-régulation. Je suis pro-régulation parce que la régulation a aussi une valeur pédagogique, éducative, elle fait comprendre aux gens certains trucs. Par exemple, la régulation qui est sortie en mai 2018, hein, RGPD, bah, pour moi, c'est une très bonne régulation. Alors, ça ne servait à rien, dans le sens où ça n'a pas servi ce que c'était censé servir, c'est-à-dire faire en sorte que Facebook vous nique pas. Facebook continue à vous niquer. Donc ça n'a pas changé. Ok ? Mais par contre, le fait même que maintenant vous ayez à appuyer à tous ces boutons chaque fois que vous allez dans un site web qui dit « Ah, t'acceptes les cookies, gna 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 », alors c'est très chiant. Et donc, mais les gens, certaines personnes qui n'avaient pas la conscience que les datas étaient sucées tout le temps par ces sites web, bah, ils ont dit « Hop, look, ah bah tiens, il se passe quelque chose. Quand je me fous à poil sur Internet, je me fous à poil devant tout le monde. » Ah bah ouais. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on a un peu compris ça. Beaucoup de gens ont un peu compris ça. Donc, je suis pro-régulation, en fait, pour une chose simple, c'est que la régulation arrive 15 ans après les trucs que j'ai inventés, de toute façon. Donc, mais bref. Allez, donc, les datas. Pour continuer sur un autre exemple, un autre exemple, le rigolo ou pas. 2016 aussi, Microsoft met sur Internet, sur Twitter, en fait, un chatbot. Vous savez, les chatbots, c'est des trucs qui sont censés automatiquement répondre à des questions, tout ça. Bon, c'est pas très intelligent, mais ça a des dialogues limités, et puis ça vous permet d'avoir l'impression que quelqu'un est en face de vous, donc ça chatte, ça communique, et c'est un bot robot. Okay, donc ils mettent un chatbot qu'ils ont développé pendant quelques mois, ils mettent sur Twitter pour pouvoir un peu promouvoir leurs produits. Les gens, quand ils disent des trucs, ils vont dire, bah tiens, va utiliser Excel pour ça, utilise Word pour ça, blablabla. Très bien. Donc ils collent le truc sur Twitter, après l'avoir développé donc, pendant quelques mois. Au bout de 16 heures d'opération, ils le débranchent. Pourquoi ils le débranchent? Parce que Tai, c'est son nom au bot, Tai est devenu le chatbot le plus raciste et sexiste de l'humanité. D'accord? Chaque fois qu'il a l'opportunité, il parle des Noirs avec des mots pas très sympas, et puis les femmes, pas beaucoup plus sympas. Ah là, on a perdu le truc. C'est pas grave, je peux faire... Mais bon, donc, de toute façon, le temps que je raconte l'histoire de Tai, ça va revenir. Alors, Tai, qu'est-ce qu'il faisait, le truc? Oui, donc, on se dit, mais c'est quand même complètement idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les mecs qui ont développé ça pendant des mois, pourquoi ils ont dû débrancher le truc? Pourquoi le truc est devenu raciste et sexiste comme ça? Et là, il y a deux bugs, en fait, qui ont été identifiés. Pardon. Il y a deux bugs qui ont été identifiés. Le premier bug, c'est un bug de logique. D'accord? Bug de logique, c'est quoi? C'est que quand on crée un chatbot, quand on crée un truc qui va communiquer avec des gens, on a un slider, on a un truc qui s'appelle un slider d'adaptabilité, où on va s'adapter plus ou moins au public à qui on parle. Donc on a le contrôle ou pas du type de conversation qu'on veut avoir. Donc, ça c'est de la logique. Apparemment, ils avaient mis le facteur d'adaptabilité un peu haut, dans le sens où ça s'adaptait au public auquel ils parlaient. En l'occurrence, ici, c'était Twitter. Et vous savez peut-être que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, de toute façon, on s'insulte. Donc le truc là a bien marché, d'accord? Il a insulté les gens au bout de 2-3 interactions. Bon.
La bonne nouvelle, c'est que celui-là, il est super facile à fixer. Hein. Vous descendez le slider, vous récupérez le contrôle de la communication, et comme ça, bah, le truc, il parle comme vous avez envie de parler, et pas comme les gens qui parlent dans ces communautés. OK, facile. L'autre bug, beaucoup plus insidieux, bug de data, bug de données. Quand on veut donc faire un robot de conversation, ça ne va pas être comme un reconnaisseur de chats, où on va aller chercher nos 100 000 chats sur Internet, où c'est fastoche. Trouver des conversations annotées, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, il faut que ça soit annoté, parce qu'il faut qu'on sache ce que c'est. Il faut que l'image que j'ai là, je sache que c'est un chat. Parce que sinon, ça ne me sert à rien. Donc il faut que j'ai une correspondance avec ça. Mais pareil, pour une conversation, il faut que j'ai une conversation et que je puisse dire de quoi ça parle, comment ça parle, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher sur Internet des conversations, parce que, bah, en gros, il n'y a que les gros qui peuvent y accéder, ceux qui ont des communications déjà, comme les gens de Google ou les gens de Amazon à l'époque. Bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont chercher là, les gars? Ils vont chercher un truc qui s'appelle Switchboard, qui est une base de données qui existe depuis les années 50, qui est une base de données annotée de plein de conversations de gens qui appellent les call centers, je ne sais pas comment on dit en français, les call centers. Centrales d'appel. Voilà, donc ils appellent les centrales d'appel, c'est enregistré, c'est annoté, dans le sens où tout est retranscrit, d'accord? Et en plus de ça, on met un peu de sentiment à côté pour savoir comment était la conversation. Ok? Donc, c'est une base de données de conversations annotées qui a des millions de conversations, okay, depuis les années 50. Et donc, on peut très bien imaginer, là, les mecs de Microsoft qui disent, bah, tiens, je vais utiliser Switchboard, c'est super chouette, mais il y en a beaucoup quand même, des conversations, il y a des millions de conversations, j'ai pas besoin de millions de conversations, j'en ai besoin peut-être de 10 000, 100 000, d'accord? Donc je vais prendre un sous-ensemble. Bon, on va pas s'emmerder, on prend un sous-ensemble, bah tiens, je prends le début de la database, années 50, Alabama. Alors, bon, alors c'est là quand je dis là, je sais pas pour vous là-haut, hein, ceux qui sont en bleu là, mais quand je dis années 50 Alabama, j'ai les mecs qui disent. Oui, en fait, alors je vous explique. Hein. Années 50 Alabama, pour les blacks, c'était moyen. D'accord? Et c'était pas très très bien traité, donc bah, la base de données, du coup, intrinsèquement, elle a ce sentiment, d'accord? Et donc, bah, il n'a pas fallu beaucoup de choses. Hein. Encore une fois, rappelez-vous, de 16 heures, on débranche, parce que le truc, il est devenu raciste, parce qu'il était raciste. Okay. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire super attention quand on choisit les données. Et le mot-clé dans ce que je viens de dire, c'est choisi. Parce qu'à partir du moment où je choisis les données, encore une fois, ici, bah, je rentre mon biais. Je rentre mon propriétaire. Je fais exprès, je ne fais pas exprès. Évidemment qu'ils n'ont pas fait exprès de prendre les mauvaises données. Évidemment qu'ils ne voulaient pas le débrancher, le truc, au bout de 16 heures. Mais bon, ils n'ont pas pensé. Et le problème, c'est que c'est ça qui est compliqué avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec les intelligences artificielles aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas. On fait parce qu'on peut. Moi, ce que je demande aussi, simplement, c'est qu'on réfléchisse un tout petit peu avant. D'accord? Donc, s'il y a des ingénieurs dans la salle ou des gens qui managent les ingénieurs, demandez-leur de réfléchir un peu avant. D'accord? C'est pas parce que c'est facile à faire qu'il faut le faire, d'abord. Et c'est pas parce que c'est facile à faire qu'on fait tout et n'importe quoi. Et, encore une fois, quelque part, je vais demander la régulation. C'est-à-dire que je voudrais... Ah oui, 440 kW, ça arrive maintenant. Chatbot. Donc, régulation. Forçons-nous, si on fait des bêtises, si on choisit les mauvaises données, forçons-nous à être punis. Parce qu'il n'y a peut-être que ça qu'on comprend. Ok? Allez, maintenant qu'on est bien chaud et que c'est rigolo et qu'on est en pleine forme, et qu'on a appris plein la tronche et qu'on dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va continuer. On nous dit, l'intelligence artificielle est une boîte noire. Donc, on ne peut pas lui faire confiance. On ne comprend rien. Donc, faisons très attention. Alors ça, c'est un bon raisonnement. Hein. Faisons très attention, c'est une bonne idée. Par contre, l'intelligence artificielle est une boîte noire, c'est pas vrai. D'accord? Quelqu'un, quelque part, sait ce qu'il a fait. Quelqu'un, quelque part, a choisi les algorithmes. Quelqu'un, quelque part, a choisi les données. Ils peuvent s'être trompés, comme on a vu tout à l'heure.
sur les algorithmes, sur les datas. On peut se tromper. Mais quelqu'un sait exactement vers quoi va tendre le système. Et donc, ces boîtes noires, elles n'existent pas non plus. Jamais. Sur aucun des systèmes qui ont été créés dans l'humanité. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sait ce que c'est que ce système. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire familiale qui m'énerve. Donc vous croyez que j'étais déjà un peu énervé, mais non, ça va être encore pire. 1914, Gaston Julia, mathématicien brillant, découvre, on va dire ça comme ça, les fractales. Alors ceux qui savent ce que c'est que les fractales, bravo, vous gardez pour l'instant pour vous. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller sur Wikipédia. Et donc, les fractales sont inventés, sont découverts par Julia, et les gens qui sont autour de lui, les mathématiciens qui sont autour de lui, voient cette équation de fractales et sont excités, trouvent immédiatement, voient les propriétés. C'est extraordinaire cette équation, c'est magnifique. C'est une équation logarithmique absolument magnifique. Le commun des mortels, celui qui ne comprend rien aux maths, il voit un truc avec des L, des machins, des trucs, il ne comprend que dalle. C'est une boîte noire. Okay. 1955, 40 ans plus tard, Julia est prof à Polytechnique et il a un élève brillant qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Benoît Mandelbrot écoute très très bien Julia, part aux États-Unis chez IBM, où on lui donne un des premiers ordinateurs. Quand il arrive là-bas, il rentre l'équation de Julia dans l'ordinateur, il l'appelle équation de Mandelbrot, on ne va pas se gêner. C'est là où je suis énervé, vous voyez. Et donc, apparaît à l'écran cette magnifique fougère que ceux qui savaient ce que c'était qu'une fractale connaissent, parce que c'est ça qu'on connaît de la fractale. C'est cette fougère qui est extraordinaire. Ceux qui ne savent pas, cette fougère, elle est extraordinaire parce que chaque fois que vous regardez un morceau de la fougère, vous avez la même fougère. Et puis la même fougère encore quand vous regardez plus bas. Et puis encore la même fougère. La propriété, là, que les mathématiciens avaient détectée et étaient excités, about, je ne sais plus comment on dit en français, c'est pas grave, ils étaient excités à propos d'eux, ils étaient excités dans l'autre sens, enfin bon, vous démerdez. Bon, donc, c'est quoi cette propriété? C'est la récursivité. Et c'est magnifique, la récursivité. Ceux qui n'ont toujours pas compris, vous prenez la vache qui rit, vous voyez? Vous l'avez là? Ok, c'est pas grave. Bref, donc, tout ça pour dire que, en 1914, c'était une boîte noire. 40 ans plus tard, ça devient évident. N'importe quel bouffon peut voir devant lui ce que c'est que la récursivité, d'une manière simple. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que dans 40 ans, on serait capable d'expliquer les IA avec des dessins simples. Mais je suis en train de vous dire que, si on a envie, on peut créer des choses qui sont certainement des IA elles-mêmes, qui vont pouvoir suivre les IA pour pouvoir expliquer ces IA. D'accord? On a la capacité, on a la possibilité de le faire, parce que, encore une fois, tout est explicable dans ces intelligences artificielles. Allez, on va prendre un truc qui m'énerve encore plus, tiens. La voiture autonome. Alors là, j'espère que vous êtes assis, parce que ça va y aller. Hein. Alors, la voiture autonome, 2018, Elon Musk raconte partout que grâce à sa Tesla, on a, ça y est, la voiture autonome. Ça y est, c'est fait. Alors moi, j'ai des Tesla hein, depuis 2015, donc j'ai que des Tesla aux États-Unis, donc je peux vous dire un truc, c'est que c'est pas vrai. Bon. Mais les gens se sont aperçus petit à petit. D'ailleurs, il y a plusieurs procès qui sont faits contre lui. Donc, de toute façon, lui, il ment comme il respire, hein, mais c'est pas très grave. On parlera de Musk après, si vous voulez. Mais donc, Musk annonce ça. Et bon, plein de gens disent « Oh ouais, ben Musk, il est super, donc oui, les voitures autonomes, niveau 5, on parle de voitures autonomes niveau 5. Il y a 5 niveaux d'autonomie. Hein. La voiture autonome niveau 5, c'est autonomie complète. C'est-à-dire que le truc, il n'y a pas de volant, il n'y a plus rien, vous rentrez dedans, il part, il va à l'endroit où vous voulez, enfin bon, c'est magique, quoi. Hein. C'est magnifique. Donc, la voiture autonome niveau 5 est là, où va arriver là, dans 2 ans, ça y est, on y est. On est en 2018. Au salon de CES, vous savez, CES, c'est le machin qui est à Las Vegas tous les ans, au mois de janvier. Donc, janvier 2018, tout le monde est dit, waouh, ça y est, c'est bon, autonomie là, 2020, c'est bon. Ok. 2019, CES, bon, allez,
Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, d'accord? Mais dans 5 ans, on va avoir les voitures autonomes. Ça va être super. CES 2020, c'est avant qu'on arrête tout. Là, on dit, ben, les gars, ça va être compliqué quand même. Donc, bon, allez, dans 20 ans, on devrait avoir les voitures autonomes. Hein, bon, ça. CES 2021 n'existe pas. CES 2022, les gars, il y a quand même des mecs qui ont regardé, là, des mecs qui font de la science et tout ça, là, ils ont dit que ça va être très, très compliqué quand même. Hein. Donc, on ne sait pas, en fait. Bon, alors moi, j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous. La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Vous voyez? Jamais comme ja et mais. Jamais. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais vous prouver, hein, parce que je suis quand même relativement carré comme mec, donc je vais vous prouver avec 2 choses. Mais avant de vous dire ça, je vais vous dire, la voiture niveau 4 va exister. Et la voiture niveau 4, elle va, pour la plupart d'entre nous, dans la plupart des cas, ressembler beaucoup à une voiture qui fait plein de trucs toute seule. Okay? Donc, ça va suffire. La voiture niveau 4, elle va permettre d'éviter à peu près 90% des accidents mortels, ou autres d'ailleurs, qui existent aujourd'hui. Donc, c'est un but qui est déjà pas trop mal. Mais pour ça, il faut comprendre où on est aujourd'hui. Tesla, vous savez où ils sont aujourd'hui? La vérité. La vérité, on est à 2,5. Donc on est encore très très loin de 4, évidemment. On est encore loin de 3. Et en fait, personne n'est à 3 aujourd'hui. Hein. Même si des Allemands récemment ont décidé qu'ils étaient à 3, c'est juste parce qu'ils vont sur leur autobahn, là, et bon, voilà. Mais dès qu'ils sortent de l'autobahn, c'est fini. Hein. Donc, on est au niveau 2.5 pour Tesla, qui est le plus avancé commercialement. Il ne faut pas cracher dessus. C'est quand même une performance technologique. Mais on est encore loin de 3, on est encore loin, très très loin de 4. Et 5, comme j'ai dit, on n'y arrivera jamais, mais on va y revenir. Le plus avancé, en fait, aujourd'hui, c'est un truc qui s'appelle Waymo, qui est une autre compagnie de Google, qui, eux, sont à peu près à 2.7. Donc, ces petites approches-là de 3, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Donc, c'est toujours à la fin, quand on croit qu'on a presque fini, qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué de passer de 99% à 100%. Okay. Bref, l'épreuve. Pourquoi je peux vous prouver que la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais? 2 preuves. Une preuve pour les Français. Alors vous êtes breton ici, mais vous êtes quand même un peu français. Hein, bon, mais, on va dire ça comme ça. Donc une preuve pour les Français qui ont été un jour à Paris et qui ont été un jour sur la place de l'Étoile. Place de l'Étoile à 18h. Hors pandémie. Si vous collez une voiture autonome sur une de ces avenues qui arrivent sur la place de l'Étoile, que va faire la voiture autonome? Non, non, elle va faire... La voiture autonome n'avancera pas d'un pouce, parce que la voiture autonome va respecter le code de la route. Ce que ne fait surtout pas les gens qui arrivent sur la place de l'Étoile, parce que si, on sait très bien que si on respecte le code de la route, on n'avance pas. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est que conduire sur la place de l'Étoile à 18h? C'est autre chose que du code de la route, donc c'est quoi? C'est de la négociation, beaucoup. D'accord? Psychologie, un peu. D'accord? Donc, c'est complètement autre chose. Alors vous allez dire, vous pouvez toujours apprendre la voiture à faire de la psychologie. Mais ça va être un peu plus compliqué. Okay? Donc ça, c'est bon, pour les Français. Maintenant, deuxième preuve, c'est la preuve pour les autres, les gens du monde entier. Et c'est un truc assez rigolo. C'est une preuve qui vient de Waymo, justement, la compagnie dont je parlais avant. En 2018, quand Musk a dit ce qu'il a dit, le CIO de l'époque de Waymo a dit, bon, il faut quand même arrêter les conneries. Nous, ça fait quand même 10 ans qu'on travaille sur le machin. On n'est qu'au niveau, à l'époque 2, d'accord? Et c'est quand même très, très compliqué. Donc, je pense qu'on va arriver au niveau 4. Donc, le gars, il est bien, hein, parce qu'il dit la même chose que moi. Donc, il est bien. Et donc, on va peut-être arriver au niveau 4, mais comme je suis sympa, je vais donner à la communauté toutes mes données, toutes mes datas. D'accord? Et ça, c'est quand même incroyable, parce que quand vous avez un compétiteur potentiel qui va utiliser les datas que vous avez ramassées, vous êtes fait chier à ramasser pendant les 10 dernières années, c'est quand même sympa de l'avoir de la part du gars qui vous donne les trucs. Donc il dit quoi? Il dit, je donne toutes mes données, je les mets publiquement disponibles sur YouTube. C'est quoi les données? En l'occurrence ici, c'est des films. Hein, parce que ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui se passe sur la route, enfin comprendre un peu tout ce qui est autour. Donc, il met à disposition
10 millions de miles filmés. 10 millions de miles, c'est beaucoup de miles. Hein. Aujourd'hui, il y en a 20 millions de miles disponibles avec Waymo. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Donc évidemment, quand ce cher CEO met ces données-là, des gens comme moi, on se précipite sur YouTube pour aller voir un peu ça. Alors j'ai pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles, hein. Même en accéléré, ça prend du temps. Mais il m'a fallu à peu près 2 heures pour trouver ce que j'appelle une pépite. Et évidemment, vous comprenez, pour moi, la pépite, c'est la preuve que ça va être très, 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 très compliqué. D'accord? Et je vais vous montrer la pépite, mais je vais faire mieux, je vais vous mimer la pépite. Ça va être magnifique. Là, c'est là où on voit le jeu d'acteur, vous voyez, c'est le... Donc, je suis une voiture autonome qui roule dans les rues de Mountain View. Mountain View, c'est là où il y a Google, dans la Silicon Valley. Et donc, c'est très chiant, Mountain View, il ne se passe rien. Hein. Et donc, sur la route, il ne se passe rien. Donc, la voiture est en train de rouler. Alors, la caméra est derrière le pare-brise. Hein, donc, on voit la voiture en train de rouler dans les rues de Mountain View. Comme ça. Et d'un coup, elle s'arrête. 2-3 secondes. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. 2-3 secondes. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. Bon. On commence à en avoir marre. Il y a toujours un safety driver. Ça veut dire quoi? Il y a un mec qui est dans la bagnole, là, parce qu'on est toujours en truc d'acquisition, on n'est pas sûr que ça marche exactement, donc il y a toujours quelqu'un dans la bagnole. Donc le gars, il reprend le volant et il s'en va, parce que les mecs derrière, ils devaient être un peu énervés. Et là, vous dites, mais ça n'a aucun sens. Un peu comme l'histoire de tout à l'heure, là, avec notre taille. Ça n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous regardez un peu la vidéo, un peu mieux, et vous voyez que sur cette route-là, à Mountain View, il n'y a effectivement personne devant, il n'y a pas de chat qui traverse, enfin bon, il n'y a rien. Mais il y a 2 gars qui marchent sur le trottoir, dans la même direction que la bagnole. D'accord? 2 gars qui marchent sur le trottoir. Très bien. Et là, vous regardez un peu mieux la vidéo, et vous voyez que le gars qui est le plus proche de la route, qui marche sur le trottoir, sur son dos, il a un panneau stop. Alors vous voyez un connard sur la bord de la route qui a un panneau stop sur le dos, vous vous arrêtez pas. Enfin, j'espère, si vous vous arrêtez, venez me voir. Parce qu'il faut que je vous dise des trucs. Okay? La voiture autonome, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit un panneau stop. Et puis elle voit un panneau stop. Et puis elle voit un panneau stop. Nous, sauf peut-être certains, mais encore venez me voir, mais nous, on s'adapte à des situations qu'on n'a jamais vues. Parce que ça, on n'a jamais vu, c'est improbable. Je veux dire, c'est complètement débile. D'accord? Mais nous, on va s'adapter. On va trouver une solution à un problème qu'on a là et qu'on n'a jamais vu. On va inventer des trucs. Inventer. C'est ça qu'on fait. C'est peut-être ça, en fait, la différence entre l'intelligence et l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on est capable d'innover. Oh purée, je suis intelligent en fait. Waouh, ça c'est bien. Bon bref, donc, la voiture n'innove pas, n'invente pas, ne peut pas s'adapter. Parce que, rappelez-vous, c'est que des données. Elle fait que recracher, ces modèles, ça fait que recracher ce qu'on a appris avant. Et quand on va vous dire par exemple que, wow, il y a une intelligence artificielle qui vient de peindre une tour Eiffel comme Van Gogh. Bon, bravo dehors. Mais ça ne sert à rien. Bon, mais elle n'a pas peint une tour Eiffel comme Van Gogh. On lui a filé une tour Eiffel, on lui a filé plein de trucs sur Van Gogh, et puis elle a fait un machin avec plein de couleurs, et ça ressemble à un truc de Van Gogh. Mais, je veux dire, ça ressemble. C'est une copie. C'est quelque chose qui est un recrachage. OK? L'intelligence artificielle n'invente rien. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Bon, allez. Ça, c'est réglé. Alors, comment on est là? Parce que moi, je peux vous faire 2 heures encore. Hein. On est comment là? J'ai encore 1 heure? Déjà, on est bien avec toi. C'est combien? 11h45. 11h45. Ah ouais. Il nous reste une demi-heure de questions-réponses. Oh, bah, je vais juste faire vite fait là. Je vais faire vite fait. Je vais passer sur Siri parce qu'on en a rien à foutre. Non, mais on en parlera dans les questions-réponses. C'est presque fini le puzzle là. Vous avez vu, c'est chouette, hein? Merci. Oui, j'aime. C'est intelligent consistant. En fait,
ces intelligences artificielles, ce sont ce que je vais appeler, moi je vais garder IA, parce que bon, on en parle beaucoup, donc j'appelle ça de l'intelligence augmentée. Mais ce n'est pas les domaines, ce n'est pas les intelligences artificielles qui sont des intelligences augmentées, c'est nous qui sommes augmentés par ces intelligences. Et on est augmentés par ces intelligences parce que ces intelligences, en fait, ce n'est pas autre chose qu'une boîte à outils. D'accord? Une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils différents, qui par définition sont meilleurs que nous. Quand je vais voir ma boîte à outils, je vais voir mon tournevis, ma scie, mon marteau, ils sont tous meilleurs que moi. Si je veux planter un clou sans le marteau, j'ai mal au poing. D'accord? Donc le marteau, il est super, j'aime bien les marteaux, moi, en fait. Le marteau, je peux l'utiliser à bon escient, pour planter le clou, ça va être super. Je peux l'utiliser à mauvais escient, je sens que je vais morfler, pour taper sur la tête de Lionel. C'est pas bien. C'est pas bien, mais est-ce que je sais que c'est pas bien? Tant que je ne suis pas éduqué, je ne le sais pas. La communauté va décider ce qui est bien ou pas. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la régulation, maintenant on a décidé que taper sur la tête de Lionel avec un marteau, c'est pas bien. Et c'est bien qu'on ait décidé ça, parce qu'il a mal sinon. Ouais. Donc, ces outils, ces intelligences artificielles, sont exactement comme des outils très puissants, très spécifiques à des domaines. Ils vont être meilleurs que nous dans les domaines dans lesquels on les utilise, parce que par définition, c'est des outils. Ils sont meilleurs que nous. D'accord? Donc, on peut les utiliser, on peut décider comment les utiliser aussi, parce que, à la fin, qui est-ce qui tient le manche du marteau? C'est nous. D'accord? Donc l'intelligence artificielle ne va pas aller planter le marteau tout seul, le clou pardon, tout seul. C'est nous qui décidons de comment on utilise ces outils. Donc, mais pour décider comment on utilise ces outils, le mot-clé, c'est éducation. Il faut s'éduquer, il faut comprendre, il faut que le régulateur comprenne, il faut que le monde comprenne. Bon, ça c'est réglé aussi. Alors maintenant, j'ai presque fini. Hein. Je vais juste vous donner la définition de l'intelligence, parce que bon, je vous ai parlé beaucoup, mais en fait l'intelligence c'est quoi? Franchement, j'en sais rien. Okay, mais je me suis amusé à modéliser ça mathématiquement. C'est tout ce que je sais faire, moi, des maths. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va tracer, on va définir l'intelligence avec le niveau d'intelligence, d'accord, de 0 à 100. Donc 0, Trump, 100, un génie. OK? Et après, on va faire ici, en abscisse, on va faire les domaines d'intelligence. Domaines. Okay. Ça, c'est nous. On n'est pas des génies, mais on n'est pas trop cons non plus. D'accord? Et puis, quel que soit le domaine, on est capable de la ramener, surtout nous les Français. D'accord? Voilà. Ça, c'est nous. C'est l'intelligence. Je ne vous donne pas une définition très précise, hein, mais bon, c'est ma définition mathématique de l'intelligence. On est continu. Continu à travers tous les domaines. Okay? Et puis, on est... on est infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un nouveau truc, là, bah, Lionel invente un truc, là, après que je vais taper la tête avec le marteau sur la tête, il invente un truc, et il commence à en parler. Ce truc-là, on va comprendre ensemble. On va commencer à avoir une idée autour de ça, et puis encore, surtout nous les Français, on va pouvoir en parler beaucoup. Très bien. Donc, on est infini. Quel que soit un nouveau domaine qui existe, on est capable de l'appréhender et de faire quelque chose avec. Super. Maintenant, regardons les intelligences artificielles. Aux échecs, elle est où l'intelligence artificielle? Elle est à 100, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, si vous jouez contre un robot, si on regarde le Go, le Go c'est rigolo parce que elle est plus qu'un génie en fait. Parce qu'il y a tellement de coups qui n'ont jamais été joués dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y en a tellement, qu'en fait elle nous sort des trucs incroyables. C'est comme ça qu'elle a battu le champion du monde de Go en fait. En sortant des coups improbables complètement, qui n'avaient aucune logique, mais qui ont été très forts contre le gars. Donc moi je dis que c'est plus qu'un génie. Conduite. On est où en conduite? Le niveau 5 n'existera? Merci. Donc, on va arriver au niveau 4. D'accord? Ça va être OK. C'est meilleur que nous. Enfin, ça, c'est mon fils, là, en fait. Il textouille un peu au volant, il boit un petit coup de temps en temps, tout ça, bon, ouais. Donc, on n'est pas terrible, quand même, nous. Hein. Pas très... On fait des conneries, quand même. Donc, l'intelligence artificielle, la voiture autonome, elle n'est pas trop mal, elle va faire des trucs, c'est très bien.
Là, je vais vous faire un autre truc à côté. Livraison, on va en parler tout à l'heure, c'est pas très important. Mais on va faire surtout n'importe quoi. N'importe quel domaine, n'importe quel truc, je peux vous créer une intelligence artificielle qui va faire mieux que nous dans ce domaine particulier. Ok? C'est comme ça. Alors, plus ou moins bien, mieux, mais on peut faire mieux. Qu'est-ce que je viens de faire là, mathématiquement parlant? Je viens de créer des lignes qui s'appellent des lignes discrètes. D'accord? Il y a plein de lignes. Si vous voulez faire tout le truc continu qu'on avait tout à l'heure de l'intelligence humaine, il vous faut combien de lignes? Beaucoup, ouais. Et beaucoup, il s'appelle l'infini ici. Et l'infini, c'est compliqué. Hein. On peut en parler, mais ça on a une fois 2-3 heures encore. Mais l'infini, c'est quand même un truc compliqué. Et donc, voilà, pour matcher l'intelligence humaine, il faudrait une infinité de ces intelligences discrètes. Et donc, bon, c'est juste pas possible. Voilà. Allez, tiens, ici, là. Donc là, ici, c'est dire quoi dire? On a deux domaines qui sont très proches. D'accord? Donc on va dire, peut-être qu'on peut utiliser l'un dans l'autre, et donc utiliser toutes les données qu'on a utilisées pour l'un, pour aller plus rapidement, pour faire des trucs, des modèles qui sont mieux. Alors là, on va se poser la question, ouais, c'est super, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux lignes discrètes, là? Vous savez ce qu'il y a entre deux lignes discrètes, qui sont très très proches? Elles sont très très proches, mais elles sont discrètes. Donc entre les deux, là, si on regarde bien, il y a l'infini encore. Donc ça veut dire que même si j'essaye de construire une intelligence artificielle d'un domaine pour l'appliquer à un autre, je vais toujours avoir des cas qui ne vont pas être dans l'un ou dans l'autre. Okay? Donc, c'est compliqué. Et puis, tiens, le truc qu'a inventé Lionel là, tout à l'heure, là, donc ça, là, elle est où l'intelligence artificielle? Nulle part. Zéro. Zip. Parce qu'on n'a pas encore les données, on est en train de les faire, là. D'accord? Et donc, on va faire les données, hein, et puis dès qu'on aura les données, on pourra faire cette intelligence artificielle sur le truc qu'il vient d'inventer. Mais là, autant T, 0. Voilà, merci, bonne journée. Alors, on a des micros, on va mettre un micro par année. Hop. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Où en est Siri? Où en est Siri? Siri n'est pas très en forme. Siri a été donc créée en fait en 1997. D'accord. Elle est arrivée chez Apple en 2010 et elle est arrivée pour les vrais gens hein, sur leur téléphone en 2011. Donc déjà Siri est vieux, ça veut dire. D'accord. Les technologies utilisées par Siri sont vieilles. Siri était un pionnier, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose qui marchouillait un peu, qui était rigolo. Surtout qui était rigolo en fait, ça marchait pas très bien. C'était un truc où on ne s'est pas pris au sérieux. Et donc on a dit, bah, les gars, nous on ne va pas aller faire des compétitions avec les gens qui disent qu'on va gagner 1% à chaque fois de reconnaissance. On va juste dire la vérité et on va faire un système qui va être ce qu'il est, c'est-à-dire un peu con-con. Et donc on a fait une release de Siri sur une théorie que j'appelle la théorie de la boîte de nuit. Alors la théorie de la boîte de nuit, elle est assez simple. C'est que Siri, en fait, comme tous les reconnaisseurs de la parole aujourd'hui, entend pas très bien. D'accord? Et donc, pourquoi la théorie de la boîte de nuit? Parce que dans la boîte de nuit, hein, donc, moi, perso, j'entends que dalle. Et donc, la théorie de la boîte de nuit, c'est quoi? C'est que, bah voilà, on est dans une boîte de nuit, on est venu pas pour rien, quoi. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va parler avec des gens. Voilà, donc je vais parler, on va parler, mais bon, la personne à qui je parle, là, je comprends à peu près 50-60% de ce qu'elle dit. D'accord? Donc je suis là, mais je suis là. Ça, ok, donc très bien. On se parle, et puis au bout d'un moment, c'est à moi de parler. Et c'est là que c'est embêtant. C'est quand c'est à moi de parler, j'ai quand même compris rien. D'accord? Et donc, bah, maintenant c'est à moi. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Ben voilà ce que ça fait, ça donne ça. Voilà. Donc ça c'est Siri. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Et donc du coup on fait des petites blagues. Et c'est ce qu'on a fait en 2011, donc quand ça a été release, quand ça est sorti pour le public.
Siri a été adoptée par 300 millions d'utilisateurs. 300 millions d'utilisateurs, juste parce qu'elle était rigolote. Voilà. Elle ne marchait pas bien. Elle ne marche toujours pas bien. D'ailleurs, parce que la question, c'est vraiment, c'est pas ça. La question, c'est où en est Siri. Siri, aujourd'hui, donc, a 10 ans, hein, puisque c'était en octobre 2011. Et Siri est en retard par rapport à Google et par rapport à Alexa, parce que Siri n'a pas pris un tournant qu'il fallait prendre normalement en 2013-2014. Quand Alexa est arrivé sur un nouveau type de technologie, un nouveau type d'IA, qui est le deep learning, alors que l'autre c'est du machine learning. Le deep learning, ça utilise encore plus de data. Et donc Alexa est arrivé avec ça, et Google a pris le virage, Apple n'a pas pris le virage. D'accord, ils ont décidé que c'est pas bien. Moi, j'étais parti parce qu'il y avait d'autres problèmes, mais ça, on en parlera quand on boira. Et donc aujourd'hui, Siri a toujours un peu de retard, parce que n'ayant pas pris ce virage en 2014, ils sont toujours un peu en retard. Donc, bon, ça marche pas bien. Hein. Là, je suis prêt à parier, tous ceux qui ont un iPhone ici et qui utilisent Siri, d'abord, vous l'utilisez pour un truc, vraiment très très particulier. Il n'y a que 30% des gens qui l'utilisent aujourd'hui, mais ça fait quand même 500 millions d'utilisateurs. Bon, c'est pas trop mal. Et, pardon, la salle, on n'est pas 500 millions. Mais une seule utilisation en général, c'est appelle maman, ou alors joue de la musique, ou alors écris-moi un SMS. Voilà. Donc en gros, c'est des applications qui sont... Et donc les gens ont décidé une application très très particulière, encore une fois, c'est pour ça que ces intelligences sont juste très très bonnes à quelque chose, et en général on choisit ce quelque chose, et puis après on y reste. Voilà. Vous n'avez pas parlé du Bitcoin. Ah, merci. 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 Je réponds pas. Ah ouais, non, mais je la prends. Oh, je l'adore. Bitcoin. Déjà, je suis désolé les gars si vous en avez. Alors là, le Bitcoin crash est arrivé. Finalement, merci. Parce que c'est quand même une aberration écologique absolument extraordinaire. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Mais justement, on va comprendre. Vous comprenez apparemment. Mais en général, on ne comprend pas. Parce que le Bitcoin, c'est quoi? Le Bitcoin, c'est, on appelle ça des mineurs, donc des data centers, en fait, qui vont aller calculer des preuves pour pouvoir, quand on fait une transaction, pour pouvoir être le premier et prendre un morceau du Bitcoin pour montrer qu'on a fait la preuve. Et donc, il y a ces mineurs qui sont en compétition tout le temps pour faire une transaction Bitcoin. Pour vous donner une idée, déjà, le Bitcoin, au niveau de l'économie mondiale, c'est une toute petite fraction de merde qu'on s'en fout. D'accord? Donc, c'est rien du tout. Mais une transaction Bitcoin égale, en énergie, 1 million de transactions Visa. Aberration. Une transaction de Bitcoin prend à peu près entre 10 et 15 minutes. Une transaction Visa prend 150 millisecondes. C'est absolument pas scalable. Hein, scalable, je ne sais pas comment on dit. Industrialisable, on va dire ça comme ça. Donc on ne peut pas le passer à l'échelle. Voilà. Donc c'est impossible de passer à l'échelle, c'est ridicule. Passer à l'échelle, ça veut dire qu'on pète toute l'énergie mondiale, parce que ça coûte de l'énergie en plus ces trucs-là. Aujourd'hui, Bitcoin, juste Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies, mais juste Bitcoin, ça prend autant d'électricité que la Hollande. C'est pas mal. Bon, on n'a qu'à piquer les trucs aux Hollandais, et puis voilà. Mais, de toute façon, ils vont passer sous la flotte, donc on s'en fout. Mais c'est pour ça qu'en juillet 2021, la Chine, parce qu'ils peuvent, hein, la Chine a décidé, Bitcoin dehors. Parce que la plupart des mineurs étaient en Chine, ils utilisaient l'énergie sale qui est produite par la Chine, au charbon, et donc il y avait plein de mineurs partout, mais les Chinois se sont aperçus que, justement, ils piquaient un peu l'énergie aussi des villes, et il y avait des villes qui étaient en blackout, parce que l'énergie était utilisée par des mineurs. C'était une aberration. Donc les Chinois, bon, vous savez, c'est une démocratie, hein. Donc ils ont dit, les bitcoins dehors. Ils sont allés où? Russie, Biélorussie, Texas. Des démocraties aussi. Oui, Texas. Bon. Donc, je continue. Pardon, oui. 2 transactions Bitcoin. Ces gens-là, les gens qui font les mineurs, donc non seulement ils prennent beaucoup d'électricité sale en général, mais en plus de ça, ils prennent aussi, vous avez entendu parler de la pénurie des semi-conducteurs.
et surtout des GPU. Alors, je ne sais pas, les GPU, vous savez, c'est les trucs pour les gamers, là, pour les gens qui jouent des jeux vidéo. Il n'y a plus de GPU qui sont disponibles parce qu'ils vont tous dans ces mines, justement. Parce qu'ils ont besoin de ces GPU pour calculer, pour être les meilleurs. Donc, c'est eux qui ont fait monter les prix de manière incroyable et qui ont ramassé tous les GPU, globalement. Donc, il n'y a plus de GPU pour les gamers aujourd'hui à cause de ça. D'accord? Et donc, ils veulent toujours avoir les dernières machines possibles et imaginables, les meilleures machines possibles, parce qu'il faut qu'ils gagnent, encore une fois, hein, c'est une compétition. Et donc, quand tous les 3 mois, ils changent de machine, ils les jettent, parce qu'ils ne vont pas se faire chier à les revendre, ça ne vaut pas le coup de toute façon. Donc, ils jettent. 2 transactions de Bitcoin égale jeter un iPad 9 à la poubelle. 2. C'est une aberration écologique. Il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie, hein, il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a l'Ethereum, il y a Ethereum 2 qui arrive, qui est un tout petit peu mieux point de vue énergie, efficiency. Vous l'avez? Je suis désolé. Hein, Pardon? Efficacité, merci. Efficience, ça marche aussi. Okay. Donc, il y en a qui font des efforts quand même, mais si vous avez des Luna et des Terra, tant pis pour vous, parce qu'ils sont égaux à 0 aujourd'hui. Donc c'est assez marrant. Ils étaient égaux quand même à 1000 et quelques dollars il y a encore 3 semaines ou 4 semaines. Donc, mais là, 0. Il y a des mecs qui se sont suicidés quand même, hein, parce qu'ils avaient collé toutes leurs économies dans le Luna, parce que c'était un stablecoin, ça s'appelle. Stablecoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est stable. Ben, c'était super stable, hein, parce que c'est passé de 1800 à 0. Voilà. Avant, c'est stable. Oui, maintenant c'est très stable. C'est échocardiogramme plat. Autre question dans la salle? Oui, là-haut? Ouais. Hop, là. Okay. Concernant les premières technologies de l'IA, système expert, réseaux neuronaux, logique floue dont on n'avait pas parlé, il y a eu quand même des avancées par rapport à ça. Il y a eu des machines qui ont pu bénéficier, on ne peut pas appeler ça de l'intelligence, comme tu l'as dit, très bien, mais il y a eu quand même des machines qui ont réussi à faire avancer le schmilblick. Oui. Oui. Une autre question? Oui, je voudrais revenir sur la régulation. Je voudrais connaître votre avis sur le fait que il y a une audition de Mark Zuckerberg au Sénat américain. C'est mon autre pote, ça. Après Musk, c'est mon deuxième pote. Lui. Et j'ai cru comprendre que les sénateurs n'avaient strictement rien obtenu de la part de Mark Zuckerberg. Non, d'abord c'est un menteur invétéré, lui, donc c'est un gros con. On peut en parler. Vite fait, là, juste pour être très clair quand même sur Zuckerberg, il a créé Facebook sur un truc qui est le plus sexiste du monde. Vous savez quand même comment ça a été créé à Harvard. C'était un trombinoscope pour retrouver les nanas hot. D'accord? Donc, et c'est parti là-dessus, et c'est très rigolo. Ha ha ha. Ok? Et c'est en fait un truc qui est embêtant dans l'écosystème de la Silicon Valley. Je fais un petit aparté là. Dans la Silicon Valley aujourd'hui, il y a 25% plus de gars que de filles. Okay, donc c'est un peu déséquilibré. Et en général, c'est des adolescents prépubères boutonneux qui sont très contents quand on parle de fesses et de seins et de machin et tout ça. D'accord? Et donc il y a un problème parce que Zuckerberg, c'est exactement ça. La culture de l'entreprise, c'est ça. Et Musk, d'ailleurs, c'est ça aussi. Musk, récemment, a fait un tweet, parce que vous savez qu'il fait des tweets. Et donc, Musk a fait un tweet récemment, quand il s'est cassé de Californie, parce qu'évidemment, il en a profité pendant 20 ans, et puis après, il a dit, maintenant j'en ai bien profité, je vais aller au Texas. Vous savez, la République qui est démocrate. Et donc, il est allé au Texas, et il a dit, je vais créer le Texas Institute of Technology and Science. TITS. Voilà, ça veut dire nichon en anglais. Voilà. Et donc, c'est 80 millions, ou je ne sais pas combien de millions d'utilisateurs de Twitter, en fait. Voilà. Donc, bon, la culture est un peu bizarre là-bas. Hein. Les ingénieurs sont quand même des gros cons. Mais bon, j'en suis. Donc là, la question Zuckerberg. Oui, aux États-Unis, la régulation n'existe pas. Il faut être quand même clair là-dessus. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a régulé quelque chose, c'était dans les années 60, quand on a régulé les téléphones. Okay, donc on a pété AT&T globalement, et puis on a fait des compagnies téléphoniques. Mais depuis, c'est jamais rien passé. En 1995, on voulait réguler Microsoft, parce qu'il y avait d'un côté le navigateur, et puis de l'autre côté, on voulait casser les trucs.
Ça ne s'est jamais rien passé. Hein. Donc, il n'y a pas de régulation aux États-Unis. Hein. C'est libertarien par essence, et donc, du coup, ils n'essayent même pas. Par contre, Zuckerberg a été devant le Parlement aussi UK, et il a été devant le Parlement européen, et à chaque fois, il s'est foutu de la gueule du monde. Il était contrit, il a dit « Oh, je suis désolé, oui, non, c'est vrai. » Puis derrière... Autre question? Bon, moi je voulais dire que normalement la nature n'a pas une intelligence consciente. Mais voilà ce qui s'est passé il y a quelques 100 millions d'années ou 90 millions d'années, on ne sait pas très bien. Elle a inventé les plantes à fleurs. Ça a été une révolution absolument incroyable. Est-ce qu'on pourrait, nous les humains, essayer de copier cette progression? Super. Donc un autre truc, alors j'ai une deuxième conférence que je pourrais faire là, mais je ne vais pas la faire parce qu'entre le Bitcoin, le machin, tout ça, j'en ai une sur le biomimétisme. Et le biomimétisme, c'est bien. C'est-à-dire qu'effectivement, notre Terre, le truc que moi je ne comprends pas, la biologie, la physique, a inventé plein de trucs dans les années qui viennent de s'écouler, hein, depuis quelques millions d'années, qui sont absolument extraordinaires. Un des exemples, c'est les termitières. Les termitières sont extraordinaires. Les termitières, c'est un truc, bon c'est moche, hein, vous n'allez pas construire vos maisons en termitière, mais on peut s'inspirer de la termitière, parce qu'à n'importe quel moment de l'année, que ce soit l'hiver ou l'été, il fait toujours la même température à l'intérieur, grâce à la circulation de l'air qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, il y a des immeubles qui commencent à imiter les termitières, et il y a des immeubles à consommation zéro, parce qu'on fait du biomimétisme. Un autre truc qui est intéressant et auquel il va falloir penser, parce que je ne vous ai pas trop parlé des data centers qui sont des aberrations écologiques aussi. Les data centers, donc ces centres de données qui sont là où ils sont loin de nous, on ne les voit pas, donc on ne se rend pas compte qu'ils bouffent une énergie absolument extraordinaire. Les data centers, un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils stockent des données. Hein, et ils stockent beaucoup de données, comme on a vu. Et stocker des données, ça coûte très très cher en énergie. Mais il y a un truc que nous donne la nature, qui s'appelle l'ADN. C'est un truc assez sympa, l'ADN, hein, parce que, en fait, ça peut stocker beaucoup de données, dans pas beaucoup de volume. Dans un dé à coudre, aujourd'hui, dans un dé à coudre, et c'est fait, en fait, c'était fait à Jussieu par un petit labo, ils ont mis dans un dé à coudre, les dés à coudre, c'est un peu comme le truc que je disais tout à l'heure, là, sur les années 50, les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais un dé à coudre, c'est un petit truc. Et donc, les dés à coudre, dans un dé à coudre, il y a toute la Bibliothèque nationale française, en ADN. Tout. Et en plus de ça, une fois que c'est stocké, une fois que c'est dedans, il n'y a pas besoin d'énergie pour le garder pendant 200 000 ans. Zéro énergie. Les disques, aujourd'hui, ils ont besoin d'énergie pour garder, leur data. D'accord? Ça, dé à coudre, 200 000 ans, taille comme ça. Vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait encore? Ben, on ne l'a pas fait encore parce qu'il y a un petit problème, deux petits problèmes. C'est que ça met du temps à écrire, l'ADN, et ça prend du temps à lire, séquencer l'ADN, c'est ce que ça veut dire. Okay? Donc, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre l'ADN seulement dans les années 2000, hein, on a commencé à faire les premiers séquençages. Quand vous regardez aujourd'hui les séquençages, ça ne coûte plus rien. À l'époque, ça coûtait des millions de séquencer un génome. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. D'accord? C'est quelques dizaines d'euros. Okay? Et donc, on va y arriver, mais bon, ça prend du temps. Aujourd'hui, il faut 15 minutes à peu près pour écrire un morceau de data. Il faut 15 minutes pour récupérer. Ce qui n'est effectivement pas viable dans un data center. Parce que dans un data center, on demande des choses, les échanges se font en quelques millisecondes. D'accord? Donc il faut aller beaucoup plus vite. Mais c'est le genre de truc dont il faut qu'on s'inspire, il faut qu'on comprenne ce que la nature nous a donné, il faut comprendre, il y a plein de trucs qu'on comprend. Moi, je comprends les mathématiques parce que les mathématiques, c'est nous qui les avons fait. Mais je ne comprends rien à la physique parce que, bon, il y a plein de trucs compliqués à la physique. Hein. Ok, on va prendre une dernière question. Alors Valérie, tu me dis, ouais. Je voulais m'adresser aux mathématiciens, parce que le développement de l'intelligence artificielle remet à l'ordre du jour les bases de la mathématique et l'importance des mathématiques qu'on a un peu tendance à oublier. Ah oui, il faut faire des maths, les gars. Oui, et la deuxième chose, peut-être associée aux mathématiques, le codage. Ouais. Le codage qui n'est pas enseigné encore. Ouais. Ben ça sert à rien, par contre. Mais bon, je vais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est très bien d'avoir posé la question, parce que justement, ça sert à rien. Pourquoi? Les mathématiques, c'est les bases. Hein. Les mathématiques, il faut comprendre, quand on parle de logique et de statistique, c'est les bases de l'informatique en général, mais de ces intelligences artificielles. Il faut comprendre de toute façon les mathématiques, parce que sinon, on ne comprend que dalle.
Le codage, quand je dis ça sert à rien, c'est un peu exagéré, mais ça sert à rien dans le sens où ça change tout le temps. Un nouveau langage apparaît à peu près tous les 2-3 ans. D'accord ? Et il faut être efficace dans ce langage relativement rapidement. La bonne nouvelle, c'est que si on est bon en mathématiques, apprendre un nouveau langage, ça prend à peu près 0 temps. Moi, je connais aujourd'hui, je ne sais pas, une cinquantaine de langages. D'accord ? Parce que c'est tous à peu près pareil. À la fin, on essaie de faire des trucs qui sont juste, c'est de l'optimisation des langages d'avant, en gros. Bon, il y a des gros familles de langages. Hein. Il y a le langage logique et le langage statistique. Enfin, il y a des familles. Mais en gros, quand on maîtrise une famille, après, c'est super facile. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre à coder dans un langage spécifique. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui, il faut faire du Python, les gars. Bah ouais, mais bon, demain, ça sera Python 3, et donc ça ne sera pas tout à fait Python. Donc, c'est bien d'appliquer dans un certain langage. Donc, on est obligé quand même, à un moment donné, de faire de l'applicatif. Mais il ne faut pas dire, on va être ferme, rigide, dans un langage particulier à apprendre. Il vaut mieux aller tripoter un peu une petite dizaine de langages pour avoir les notions. Et puis après, le jour où j'ai besoin de l'utiliser, là, je vais aller ouvrir un bouquin, lire 4 pages, et boum, je peux rentrer dedans à fond. Merci beaucoup. Pas numérique.